Merci d'être là et on est très content d'inviter donc Marc Bourlière qui est un expert sur les hépatites virales, qui a été chef de service d'hépatologie à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille et au niveau national et international, qui est très impliqué à l'ANRS et qui a participé à de nombreux protocoles, hépatite B, hépatite C, et ce qui a conduit notamment aux recommandations actuelles et au véritable progrès sur ces maladies-là. Quand on s'est contacté pour prévoir aujourd'hui, soit on partait sur les recommandations, soit sur les actualités. Et donc je trouvais que c'était mieux de partir sur le futur, les nouvelles molécules, puisqu'il se passe des choses dans l'hépatite delta et l'hépatite B. Et donc encore merci Marc. Merci Mathieu, merci Pierre-Edouard de m'avoir invité. Et en fait, je vais un peu faire la mixte, hein, Mathieu, c'est-à-dire que je vais rappeler quand même quelque chose pour les jeunes. Voici mes conflits d'intérêts. Donc juste positionner le problème. L'hépatite B, en fait, c'est 257 millions de personnes qui sont infectées par le virus B dans le monde. Donc c'est quand même l'une des maladies les plus prévalentes. Et depuis l'arrivée de la vaccination il y a 30 ans, en fait, on a diminué la prévalence de l'hépatite B chez les jeunes, chez les enfants entre 0 et 5 ans, on est passé de 4,7% à 1,3%. Donc l'implémentation de la vaccination est quelque chose de capital en fait pour essayer de se battre contre l'hépatite B. L'hépatite B, c'est responsable dans le monde d'à peu près 1 million de décès, un peu plus d'1 million de décès par an, essentiellement par cirrhose et essentiellement par cancer du foie. Et vous voyez que dans les cancers du foie et les cirrhoses liés au virus, le VHB et le VHC représentent la quasi-totalité, 98%. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que sur ces 257 millions de personnes qui sont infectées dans le monde, vous avez simplement 4,5 millions de patients qui sont porteurs du VHB, qui sont traités par des analogues nucléosidiques ou nucléotidiques à 98%. Il y a 2% des gens qui ont pu être traités par interféron. Mais globalement, ça représente 1,75% de la population VHB dans le monde. Et si on s'intéresse aux patients qui doivent être traités, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire actuelle du virus B, et la particularité avec le virus B, c'est qu'il ne faut peut-être pas traiter tous les patients. Mais si on tient compte des guidelines internationales, le nombre de patients à traiter, c'est à peu près 20% des patients qui sont porteurs du virus B dans le monde, ce qui représente globalement quelque chose comme 50 millions de personnes, entre 25 et 50 millions de personnes, et actuellement, on en traite 10%. Donc on a un énorme travail à faire, et c'est là où se trouvent tous les gaps entre les objectifs OMS 2030 et la réalité d'aujourd'hui. L'autre particularité du virus B, c'est son cycle de réplication. C'est un virus à ADN et qui a deux particularités. La première, c'est d'avoir un espèce de microchromosome dans le noyau dans lequel l'ADN du virus va se compacter, s'enrouler et se répliquer de façon autonome. Et la deuxième particularité du virus, c'est qu'il va s'intégrer dans l'ADN de nos hépatocytes. Et donc il va s'intégrer et entraîner des phénomènes de cisactivation et de transactivation qui vont expliquer la potentialité oncogénique du virus B indépendamment de la fibrose et de la cirrhose. C'est-à-dire que dans l'hépatite B, vous pouvez avoir des cancers du foie, même chez les patients qui n'ont pas de cirrhose. Alors que dans l'hépatite C, la majorité des gens le développent sur un background de fibrose avancée et de cirrhose. Alors l'histoire naturelle de l'hépatite B, c'est ça. C'est une bataille entre le système immunitaire et le virus. Quand vous rencontrez le virus à la naissance, votre système immunitaire est totalement tolérant, il est incapable de se défendre contre le virus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une réplication virale complètement au plafond, mais vous n'avez pas de lésions hépatiques, puisque les lésions hépatiques, elles ne sont pas liées au virus, elles sont liées à la réponse immunitaire contre le virus. Et donc là, vous avez des patients qui ont des transaminases normales, qui n'ont rien au niveau du foie, mais qui sont des bombes en termes de contamination, puisqu'elles ont des milliards de particules virales partout et ils vont transmettre facilement le virus. Ensuite, quand le système immunitaire va se réveiller contre ce virus, on va arriver à la phase de clearance immune, ce qu'on appelle les hépatites chroniques HBE positifs. Donc notre système immunitaire va lutter contre le virus, on va avoir une diminution de la charge virale, c'est là où va apparaître la cytolyse hépatique et les lésions hépatiques, et notre charge virale va passer de milliards au niveau de millions, et si le système immunitaire est suffisamment efficace, on va éliminer le virus, et l'antigène HBS va se négativer. Ça arrive quand vous rencontrez le virus à l'âge adulte, parce que vous avez un système immunitaire efficace. Votre période de tolérance immunitaire, elle va être très très courte, de quelques jours. Et puis ensuite, vous allez éliminer le virus et vous allez guérir spontanément dans plus de 80% des cas.
Par contre, quand vous êtes contaminé à l'enfance ou à la naissance, vous allez en fait garder votre virus et vous allez évoluer vers une forme différente qui est l'hépatite chronique HBE négative, c'est-à-dire que le virus va muter lui-même pour se défendre contre le système immunitaire, l'antigène HBE va se négativer et soit votre système immunitaire est suffisamment puissant, vous allez arriver à la phase de portage inactif, c'est-à-dire que vous allez avoir une réplication virale qui va être très basse, des transaminases qui sont normales et des lésions du foie qui vont être le plus souvent nulles, mais parfois, chez certains patients, si la période précédente a été suffisamment longue, vous avez pu constituer des lésions de fibrose relativement importantes. D'où la nécessité d'évaluer toujours ces patients quand vous êtes à cette phase de la maladie. Et puis, dans la plupart du temps, vous pouvez avoir un contrôle immunitaire qui va être inefficace ou partiellement efficace, et dans ce cas-là, vous allez développer ce qu'on appelle l'hépatite chronique HBE négative, qui va être caractérisée par une charge virale qui va être plus augmentée, et puis les transaminases augmentées, et des lésions qui vont continuer à perdurer et à s'accélérer. Et puis ensuite, il y a une cinquième phase qui est l'infection occulte. C'est le fait que quand vous négativez votre antigène HBS, quand vous avez eu l'antigène HBS pendant suffisamment longtemps, en fait, vous êtes toujours porteur du virus, même si vous n'avez plus d'antigène HBS, parce que vous avez de l'ADN du virus B intégré dans vos hépatocytes. Donc si on vous donne un traitement immunosuppresseur, comme une chimiothérapie, vous êtes capable de réactiver en fait votre virus alors que vous avez une caractéristique et un profil, a priori, de patient qui est guéri. Donc en fait, les indications de traitement, en fait, elles reposent sur le fait que, par exemple, quand on a étudié dans la cohorte hépataire le devenir de ces patients qui sont porteurs inactifs, pourquoi ne pas les traiter? Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution? Et quand vous les suivez en fait sur 10 ans, cela c'était plus de 1000 patients en France qu'on a suivis, et vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a 5% des gens qui vont négativer leur antigène HBS, mais vous avez que 7% des gens qui vont débuter un traitement en fait pendant ce suivi. Donc globalement, et en termes d'événements cliniques, de morbidité et de mortalité, vous avez très peu de lésions à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'en fait la plupart des guidelines considèrent que ces patients-là ne sont pas spécifiquement à traiter et ils représentent une part importante de nos patients, parce que si on regarde les patients dans la cohorte hépataire, qui est une cohorte hospitalière, donc de patients sélectionnés, ça représente plus de 1000 patients, plus de 1500 patients sur les 6000 patients. Donc à peu près 25% de la population. Vous voyez, c'est quelque chose qui est important. Alors, les indications de traitement dans toutes les guidelines internationales, c'est ça. C'est-à-dire que tous les gens qui ont une hépatite chronique, qu'elle soit HBE positif ou HBE négatif, doivent être traités. Autre indication, tous les patients qui ont des antécédents familiaux de cancer du foie, quel que soit leur statut VHB, à partir du moment où ils ont l'antigène HBS positif, doivent être traités. Et puis, on s'est mis à traiter les immunotolérants. Pourquoi? Parce que globalement, comme c'était des bombes en termes de transmission et d'explosion, c'était pas raisonnable de laisser ces patients perdurer sans traitement, même s'ils n'ont pas de lésions, en sachant que globalement, alors ça, pour les gens qui avaient plus de 30 ans, parce qu'on considérait, on n'a pas de données en fait sur le suivi des soins naturels des gens qui restent immunotolérants pendant très longtemps, au-delà de 30 ans. Donc on a considéré que compte tenu de leur réplication virale très forte, leur risque de CHC devait quand même ne pas être complètement nul, et c'était raisonnable de les traiter, c'est pour ça qu'on s'est mis à les traiter. Ensuite, autre indication importante, c'est les femmes enceintes, et ça c'est un point important pour la transmission et pour éviter la transmission, et actuellement de façon globale dans le monde, toutes les femmes qui ont une charge virale à plus de 200 000 unités internationales par litre pendant la grossesse doivent être traitées par tenofovir pendant les 3 derniers semestres de la grossesse, par tenofovir et pas entecavir, parce qu'il n'y a pas de risque de fétotoxicité du tenofovir, et on sait ça depuis les traitements du VIH. Alors en 2024, l'OMS a élargi en fait les indications sur un rapport qui est sorti il y a quelques mois, en se disant il faut qu'on augmente le nombre de patients traités, et l'idée c'est de passer à 50% des patients traités. Et surtout penser aux pays dans lesquels en fait on n'a pas à notre disposition les matériels de biologie moléculaire qui permettent de tester par exemple l'ADN du virus B. Et donc les indications de traitement pour l'OMS en 2024, c'est vous avez l'antigène HBS positif, vous avez les transaminases augmentées, en l'absence de comorbidité, il faut traiter les patients. Donc en gros, c'est ça. Le reste, c'est les mêmes indications que celles qu'on avait avant dans les recommandations internationales. Et en faisant ça, en fait, on pense qu'on va étendre le nombre de patients traités de 25% à 50%. Je vous rappelle quand même que sur les 20% qu'on devait traiter, on n'en traite que 10%. Donc il y a encore du progrès à faire sur l'implémentation des traitements au niveau du monde.
Le traitement, il repose sur ça, il repose sur l'entecavir et le tenofovir. C'est des molécules qui sont bien tolérées, faciles à utiliser, qui ont une forte barrière de résistance, donc on a peu de mutations. Ça sera la conférence de la semaine prochaine par Philippe sur l'intérêt des mutations et des races. Mais c'est vrai que là, avec ces molécules-là, on a relativement peu de mutations de résistance. Le problème de ces molécules-là, c'est qu'il faut traiter les patients environ 30 ans pour obtenir une négativation de l'antigène HBS. Et donc, on est sur des traitements au très long cours. Quand vous êtes dans des pays riches, ça ne pose pas de problème particulier parce que vous êtes capable de les offrir, même si ces médicaments sont en fait des médicaments qui font partie du dispositif de l'OMS, qui avec un coût, ils sont tous génériqués et ils sont tous à un coût très bas. Mais globalement, ça reste un problème. Donner des traitements pour 30 ans, ça reste un problème dans un grand nombre de pays dans le monde. Et donc avec ça, on arrive à obtenir une guérison partielle, c'est-à-dire qu'on a un ADN du virus B indétectable, donc on a une amélioration sur le plan clinique aussi, les gens ont une régression de leur lésion hépatique, ils font moins de CHC, mais on n'annule pas ce risque de CHC et on n'annule pas le risque de réactivation. Et l'objectif en fait du développement des traitements actuels, c'est d'essayer d'arriver à une guérison fonctionnelle, c'est-à-dire d'avoir à la fois un ADN du virus B indétectable, mais aussi un antigène HBS indétectable et si possible une surconversion HBS. Donc c'est ça l'objectif des traitements et on ne parle pas du tout des traitements des objectifs futurs qui est la guérison complète, c'est-à-dire l'élimination en plus du cccDNA qui est un autre objectif et puis la guérison stérilisante, c'est-à-dire l'élimination de l'ADN intégré. Alors là on est sur un objectif qui est beaucoup plus lointain. Alors comment on peut faire pour essayer d'obtenir cette guérison fonctionnelle qu'on n'obtient pas ou très peu en fait avec les NUC, on a une virosuppression mais pas d'amélioration, on peut utiliser différentes possibilités. La première, c'est d'inhiber la réplication virale en utilisant des molécules plus puissantes que celles qu'on a actuellement, les NUC, et je vous montrerai que c'est des molécules qui sont intéressantes. On peut essayer de diminuer le titre d'antigène HBS, et puis on peut aussi induire une réponse auto-immune dirigée contre le virus B, qu'elle soit innée ou adaptative, qui soit plus forte et plus adaptée. Et donc actuellement, on dispose d'un certain nombre de molécules. Vous avez pour inhiber la réplication des inhibiteurs d'entrée, tels que le bulévirtide, des NUC, donc tenofovir, entecavir qu'on connaît. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux NUC en développement qui soient plus puissants que le TDF et l'entecavir, mais on a surtout des CAM, c'est-à-dire des modificateurs de l'assemblage de la capside, qui vont être plus puissants en fait que les NUC en termes de réduction de l'ADN du virus B. Et ensuite, pour réduire l'antigénémie, on a des inhibiteurs d'FXR pour lesquels on a des essais en cours, mais on a surtout des ARN interférents. Les ARN interférents sont très intéressants parce qu'ils vont viser et cibler tous les ARN, à la fois les ARN prégénomiques, mais à la fois les ARN de messagers qui vont être l'intermédiaire entre la réplication dans le nucléus et ensuite la transformation de la reverse transcriptase au niveau du cytoplasme. Et vous allez voir que c'est intéressant. Les oligonucléotides antisens ont à la fois une fonction d'ARN interférent, mais aussi une fonction immunostimulatrice parce que ce sont des agonistes de TLR8. Et puis, on a des déstabilisateurs des ARN viraux et enfin des polymères d'acide nucléique qui permettent de limiter le relargage de l'antigène HBS. Et puis, du côté immunitaire, on a une stimulation immunitaire qui est possible, à la fois par la stimulation d'immunité innée par les TLR7, les TLR8, les agonistes de TLR, et puis une stimulation par les checkpoints immunitaires, par les inhibiteurs de checkpoint, donc c'est les anti-PD-1, les anti-PD-L1, et vous allez voir les résultats qu'on obtient avec ça. Et puis, la stimulation des lymphocytes spécifiques anti-VHB par les vaccins thérapeutiques et on commence à avoir quelques résultats sur les vaccins thérapeutiques qui sont intéressants. Et puis les anticorps monoclonaux qui ont à la fois une vertu en termes de diminuer l'entrée du VHB dans la cellule et aussi de renforcer l'immunité directement ciblée contre le VHB. Et puis, de façon plus future, mais hyper intéressante, il y a toutes les modifications de l'édition du gène, et on va voir qu'il y a un certain nombre de molécules, des crispases, des molécules, des méthylations qui vont permettre de rendre silencieux l'ADN superenroulé, qui sont vraiment des molécules d'avenir, parce que avec ces molécules, on peut imaginer des traitements avec 1-2 injections qui permettent d'éliminer complètement le virus B, ce qui serait évidemment génial compte tenu de l'immensité du problème et du nombre de populations à atteindre. Alors, si on regarde les CAM, les modulateurs de capsides, ça marche pas mal en termes de réduction de l'ADN du virus B, mais vous voyez sur la diapositive qu'en termes de réduction de l'antigène HBS, ça marche pas. Et là, ça marche uniquement si j'associe l'interféron comme stimulateur de l'immunité. Donc, seul le CAM ne va pas faire grand-chose. Vous avez maintenant des CAM de seconde génération, ça c'est une molécule de Raymond Shkenazi, la Ligos, et qui est une molécule qui est plus efficace, qui entraîne une petite diminution du titre d'antigène HBS, mais pas franchement très
très importante. Donc, je pense que ces molécules de deuxième génération joueront un rôle, mais en association avec autre chose. Et en association avec quoi? Essentiellement les ARN interférents. Donc maintenant, on va parler des ARN interférents qui vont être utilisés en combinaison avec d'autres antiviraux directs, avec les agonistes de TLR, avec les anticorps monoclonaux, avec des faibles doses d'inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1, avec les vaccins thérapeutiques. Et puis vous allez voir des résultats avec des quadrithérapies chez les immunotolérants qui sont quand même intéressantes. Pour l'instant, rappelez-vous qu'on n'obtient aucune guérison rapide du virus B avec les traitements actuels. Alors avec l'association ARN interférent et CAM, ça c'est une étude qu'on a faite il y a un an, qui est publiée dans un numéro de JPathol, et dans lequel on a traité pendant un an ces patients qui étaient virosupprimés sous nuque avec ces molécules, et au bout d'un an on a tout arrêté, et on a essayé de voir si on arrivait à avoir des guérisons fonctionnelles. L'intérêt de tout arrêter, c'est aussi d'obtenir une stimulation de la réponse immunitaire. Ça, c'est une autre thérapeutique qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire des études pour des patients qui étaient sous nuque, d'arrêter les nuques et de voir si on stimulait la réponse immunitaire et on arrivait à induire une négativation antigène HBS. Ça marche dans 10% des cas, donc c'est pas le seul target. Mais ça faisait partie de l'objectif. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, on arrive à diminuer de façon drastique le taux d'antigène HBS. On a des diminutions de plus de 2 logs, d'environ 2 logs de la charge du titre d'antigène HBS, mais on n'arrive pas à obtenir de guérison fonctionnelle. Et on arrive, quand ces patients ont arrêté le traitement, on les maintient dans un état en fait de portage inactif, c'est-à-dire qu'ils ont une réplication virale qui est le plus souvent très faible, et ils ont un titre d'antigène HBS qui est bas, et ils ont les transaminases normales. Mais on n'arrive pas à les guérir. Même chose avec une autre molécule qui est l'imdusiram, qui est un autre ARN interférent, avec le bivicovir qui est une CAM. Ils ont les mêmes résultats, on n'arrive pas à faire grand-chose. Plus intéressant, quand j'associe cet ARN interférent avec un agoniste de TLR7 ou bien l'interféron, vous voyez que là, les résultats sont plus impressionnants. En jaune, vous avez les résultats en fin de traitement. Les patients ont reçu 48 semaines de traitement avec une association de ces 3 molécules, ou de ces, de 2 molécules, pardon, avec des doses différentes d'ARN interférents. Vous voyez que dans le bras contrôle, les bras des patients qui ont continué les nuques, il ne se passe rien, c'est-à-dire que personne n'a de négativation. Il y a un patient qui a une négativation antigène HBS. Mais vous voyez que dans les bras traités par l'ARN interférent avec l'agoniste de TLR7 ou bien l'ARN interférent avec le PEG, eh bien on a entre 18 et 30% de négativation antigène HBS en fin de traitement. Donc des résultats qui sont intéressants. Et vous voyez que ensuite dans le suivi sans traitement, eh bien il reste après un an après l'arrêt du traitement, environ 17% des patients qui restent indétectables. Et vous voyez surtout sur la courbe de droite que globalement, même quand on arrête le traitement après 48 semaines de traitement, ben, vous gardez quand même une charge virale qui reste, un taux d'antigène HBS qui reste beaucoup plus bas par rapport à ce qu'il était en pré-thérapeutique. Donc ça, des résultats qui n'avaient jamais été obtenus auparavant. Si on passe maintenant à l'ARN interférent associé aux anticorps monoclonaux, on a des résultats à peu près identiques. Alors, il y a un ARN interférent dans cette étude avec des anticorps monoclonaux. Les anticorps antimonoclonaux, je vous explique tout à l'heure, ils inhibent à la fois l'entrée et ils vont renforcer la réponse immunitaire en présentant en fait l'antigène HBS aux cellules effectrices T qui vont pouvoir les détruire. Et en fait, on a une réponse, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. On arrive en combinaison avec l'interféron pégylé après 24 semaines à avoir quand même 18% des patients qui restent indétectables avec un antigène HBS négatif dans le suivi, mais on n'arrive pas à avoir des taux qui soient au-delà de ce pourcentage-là. Autre stratégie, des ARN interférents associés aux inhibiteurs de PD-1. Ça, c'est une étude qu'on a menée qui s'appelle Octopus, beau nom. Alors, quand vous ajoutez un ARN interféron et un inhibiteur de PD-1, vous diminuez drastiquement le titre d'antigène HBS. Vous voyez que à peu près plus de 80% des patients qui initialement avaient des titres d'antigène HBS supérieurs à 1000 sont inférieurs à 100 après 24 semaines de traitement et de suivi. Est-ce qu'on induit en fait une guérison ? La réponse est non. La seule patiente qui est guérie, c'est une patiente qu'on suivait dans le service et qu'on a traitée, mais du coup l'essai est plutôt négatif. Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que utiliser des inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1, on était quand même associé à un centre de complications immunomédiées, et donc on a eu là des thyroïdites. Mais si on prend l'ensemble des travaux qui sont faits dans le monde avec des inhibiteurs de PD-1 dans l'hépatite B, il faut être très très prudent parce qu'on induit en fait des effets secondaires immunomédiés qui sont parfois très emmerdant parce que se prolongeant bien après l'arrêt de tous les médicaments. Et donc je pense que le futur de ces molécules pour stimuler l'immunité est à mon avis nul. Enfin, je pense qu'on va se réveiller et qu'on va dire on arrête de faire les choses.
Autre stratégie, les ARN interférents associés à des vaccins thérapeutiques, eh ben ça marche et ça marche mieux que l'ARN interférent seul. Ça, c'est un travail qui a été fait et présenté l'an dernier. Donc, les patients reçoivent en fait un ARN interférent pendant 6 mois et ensuite, dans les 6 mois suivants, ils reçoivent l'ARN interférent associé à une vaccination ou sans vaccination. Et on compare les deux groupes. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que globalement, la réponse quand on a une vaccination associée, elle est meilleure puisqu'on arrive à avoir une diminution de titre d'antigène HBS qui persiste après la vaccination, après à la fin des traitements. Et donc globalement par rapport aux gens qui ont eu que de l'ARN interférent seul. Et vous voyez, ça nous permet d'arrêter le traitement. On arrêtait le traitement lorsque les patients avaient un titre d'antigène HBS qui était inférieur à 100. Et on a pu le faire chez 84% des patients. Et quand on regarde ces patients dans le suivi, donc sans traitement, vous voyez qu'un tiers d'entre eux restent négatifs après un an de traitement et que vous avez 7% des patients qui ont une surconversion HBS, ce qui sont des résultats qui sont intéressants. Dernière combinaison avec les ARN interférents, c'est la combinaison chez les immunotolérants. Donc les patients les plus difficiles à traiter puisqu'ils ont une charge virale qui est de l'ordre du milliard. Donc avec des titres d'antigène HBS qui sont élevés. Dans ce travail, en fait, on a associé un ARN interférent, un modulateur de capsid, les NUC, et on a rajouté du PEG après 36 semaines de combinaison thérapeutique. Ça marche, hein, parce qu'en fait, tu as 16% des patients qui sont antigènes HBS négatifs, ce qu'on n'avait jamais obtenu après un traitement fini d'immunotolérants. Mais des résultats qui restent cependant modérés. Les oligonucléotides antisens, ça c'est sans doute les molécules qui sont les plus intéressantes parce qu'elles ont à la fois un effet antiviral et à la fois un effet immunomodulateur. Donc la première qui a été utilisée, c'est le bepirovirsen. Et ce bepirovirsen est agoniste TLR8 et a une activité d'ARN, de silencing ARN. Et dans cette étude dans laquelle ils ont traité des patients, grosse étude, plus de 600 patients, soit des patients sous NUC, soit des patients sans NUC, des patients naïfs de traitement. Et ces patients ont été traités 24 semaines. Et les patients ont tout arrêté après et ont été suivis sur 24 semaines suivantes. Et vous avez quand même 10% des patients qui ont eu une négativation d'antigène HBS à la fin du suivi et qui se maintient en fait dans le temps après 2 ans de suivi maintenant. Donc des résultats qui n'avaient jamais été observés auparavant avec un traitement court. Ça c'est les patients sous NUC, mais on a le même résultat chez les patients naïfs de NUC, c'est-à-dire les patients qui ont eu comme seul traitement du bepirovirsen pendant 24 semaines avec 14% des patients qui ont une négativation d'antigène HBS. Donc ça, c'est des résultats qui sont assez impressionnants. Ce sont des oligonucléotides, donc il faut se méfier parce que ces molécules, en fait, en termes de tolérance, il y a des problèmes quand on injecte les oligonucléotides, quels qu'ils soient, c'est-à-dire quel que soit l'oligonucléotide, il y a des problèmes cutanés, sous-cutanés, et ça se passe bien dans les essais parce qu'on surveille très bien les patients. Je ne suis pas sûr qu'on n'arrive pas à quelques problèmes quand ça sera diffusé de façon plus globale. Donc il faut être extrêmement prudent dans l'administration de ces médicaments. Est-ce que de rajouter de l'interféron au bepirovirsen, c'est un intérêt? La réponse n'est pas évidente. C'est une étude qui a été menée au moment du Covid, donc c'est un peu compliqué puisqu'en fait les traitements ont été parfois un peu erratiques, mais les patients étaient traités soit par 12 ou 24 semaines de bepirovirsen et recevaient derrière 24 semaines d'interféron pegylé. Et vous voyez qu'en termes de négativation d'antigène HBS, on est 9% dans le bras traité après 6 mois de bepirovirsen, 15% dans le bras traité après 3 mois de bepirovirsen. Donc c'est pas une modification extraordinaire par rapport au bepirovirsen seul. Et par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on diminue en fait le taux de rechute, et les rechutes sont beaucoup plus lentes quand on a une association entre bepirovirsen et interféron, c'est-à-dire qu'on a un deuxième immunostimulant pour essayer de renforcer la réponse. Donc en conclusion, les modulateurs de capsid, en fait, de l'assemblage de capsid, les CAM, ils sont toujours dans la course, mais plus les deuxième génération. Les ARN interférents, c'est vraiment des molécules qui vont jouer un rôle pivot en fait dans les futurs traitements, sans doute avec des associations avec les oligonucléotides antisens, avec les CAM de deuxième génération, avec les vaccins thérapeutiques. Et là, il y a tout un travail à faire et pour l'instant, on n'a pas encore la bonne combinaison idéale. Même chose pour le bepirovirsen, hein, on a des essais qui démarre là avec l'association ARN interférent et bepirovirsen OAS. Il y a un oligonucléotide antisens fait par les Chinois qui est en train avec des résultats d'études de phase 2 qui sont impressionnantes, il faut qu'on voit, c'était en Chine, mais c'est intéressant, et ils ont une puissance qui semble très intéressante. Ça sera présenté, je pense, la semaine prochaine à San Diego, au Congrès américain.
Donc de façon globale, on a quand même de nombreuses avancées qu'on a réalisées dans les 5 ou 6 dernières années avec l'arrivée de ces nouvelles molécules. On obtient quelques guérisons fonctionnelles. Vous voyez que c'est quand même pas la panacée puisqu'on est loin des 30 ou 40% de guérisons fonctionnelles qu'on pourrait espérer. Mais globalement, on progresse et on a quand même un arsenal thérapeutique qui a tendance à s'élargir. Et puis le futur, ça va être ces nouveaux outils. C'est-à-dire des outils qui vont pouvoir permettre de directement cibler l'ADN super-enroulé ou bien de directement rediriger en fait les cellules T infectées vers les hépatocytes infectés. Alors, pour la destruction du cccDNA, il y a eu des molécules, l'an dernier un papier de Wang qui est parti dans JPatol sur in vivo et in vitro, très intéressant. Première molécule qui détruit le cccDNA. Quand on passe à la souris humanisée VHB, ça ne marche pas. Donc en fait, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Les molécules de gene editing, alors en fait globalement il y a plusieurs molécules qui sont en cours d'essai. Il y a Arcus a un processus dans lequel ils utilisent des nanolipides, ils intègrent un ARN qui va couper en fait l'ADN et c'est intéressant. Vous allez voir que ça marche pas mal sur le modèle animal. Le seul problème qu'on a, la seule interrogation qu'on a avec ces molécules, c'est quid des intels qu'on crée. C'est-à-dire qu'on crée des fragments d'ADN et on ne sait pas du tout ce qu'ils vont devenir. Et en plus, quand on les coupe, comment peut-on être sûr qu'on ne coupe pas au niveau d'une zone d'un gène bronchogénique, par exemple et là, ça pose des problèmes et ça nécessite en fait un suivi au long cours qui est un peu compliqué. D'autant plus qu'on a une maladie pour laquelle, quand même, avec les traitements actuels, on a des traitements actuels qui marchent, qui ont peu d'effets secondaires, qui sont certes chiants à donner parce qu'il faut les donner longtemps, mais c'est tout. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de problème en termes de tolérance de ces molécules, en fait, au long cours, avec les données qu'on a actuellement. Plus intéressante, c'est la deuxième approche, c'est l'approche épigénétique, dans laquelle on va non pas détruire l'ADN super-enroulé, mais on va on va inactiver une partie de cet ADN, en fait, en les méthylant. Et en faisant une méthylation qui va détruire ça. Et au congrès de Chicago, il y a 2 mois, les premiers résultats ont été présentés sur le modèle animal. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'in vitro et in vivo, on a des résultats importants. Et là, dans ces cas-là, on n'entraîne pas d'intel, on inactive simplement une partie de ces gènes. Mais on a avec les mêmes questions, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr qu'on n'inactive pas les gènes sur des régions qui éventuellement sont bronchogéniques et dans lesquelles on pourrait avoir un potentiel problème. Ça, c'est les résultats d'Arcus qui ont déjà été publiés. Vous voyez qu'in vitro, on a des effets fantastiques. Après une seule injection, on arrive à réduire de 85% le cccDNA. Et avec une spécificité qui est bonne et in vivo, on a des résultats qui sont comparables. Et ça, c'est la molécule en fait qui entraîne une méthylation de l'ADN super enroulé et donc qui inactive cet ADN super enroulé. Donc ça, je pense que c'est vraiment le futur parce que si on arrive à de telles stratégies à les adapter chez l'homme, et Arcus, on va commencer une phase 1, donc en fait on va passer éventuellement à l'homme maintenant, c'est vraiment des molécules qui peuvent être intéressantes pour l'avenir. Dernier volet, c'est le traitement du VHD. Alors, le VHD, comme vous le savez, c'est un virus qui a c'est un virus défectif, ARN, et qui a comme particularité d'avoir besoin du virus B pour son cycle de réplication virale, puisque toute l'enveloppe du virus est constituée, en fait, d'antigènes HBS. Alors, c'est un virus qui a comme particularité d'entraîner, quand on a une surinfection, une aggravation des lésions hépatiques, et c'est un accélérateur, en fait, de la fibrose et du risque de CHC. Donc, les patients qui ont une co-infection VHB-VHD ont un risque d'évolution beaucoup plus rapide vers la cirrhose et beaucoup plus rapide vers le CHC. Alors, le traitement pendant 20 ans a reposé sur l'interféron, avec des résultats, vous voyez, qui sont quand même décevants, puisque en termes de indétectabilité de l'ADN de l'ARN du virus Delta, on arrive à peu près à 29% d'indétectabilité en fin de traitement. Et ensuite, quand vous arrêtez le traitement, vous avez une rechute qui survient parfois tardive et vous n'avez plus que 36% de ces 29% qui ont en fait une réponse qui perdure à long terme. Et le problème, c'est que les outils virologiques qu'on avait pour étudier ça à l'époque, qui sont des PCR maison, étaient en fait tout à fait mauvais, et avec des seuils de sensibilité qui étaient assez nuls. Et donc les résultats, il est difficile d'extrapoler ces résultats par rapport aux résultats qu'on a maintenant avec des méthodes virologiques qui ont des seuils de sensibilité beaucoup plus fines. Et puis en termes de guérison totale, puisque pour guérir le virus Delta, si vous guérissez le B et que vous n'avez plus d'antigène HBS, vous allez guérir le Delta. Donc c'est l'objectif ultime de tout traitement Delta, 2,5% avec l'interféron.
Donc il y avait vraiment besoin d'avoir d'autres médicaments. Et donc les autres médicaments qui ont été développés, c'est d'une part des médicaments qui ciblaient le récepteur d'entrée du virus dans la cellule, le récepteur NTCT. Donc ça c'est le bulevirtide, le Mercudex qui a été initialement développé. Et puis, on a essayé, il y a une autre étape clé dans le cycle viral du virus Delta, c'est que quand il y a des antigènes Delta, soit courts, soit longs, qui sont produits au niveau du nucléus, il faut qu'ils soient frénylés pour être correctement enrobés et pouvoir s'intégrer dans le virus qui va être excrété. Et donc, on a des inhibiteurs de la frénylation, qui s'appellent l'onafarnib, qu'on a étudié. Et puis, on a développé d'autres interférons, comme l'interféron delta. Et cet interféron lambda était intéressant parce qu'il avait moins d'effets secondaires que l'interféron alpha, mais avec des lieux d'action qui étaient les mêmes. Et puis, dernière molécule qui est intéressante, c'est les polymères d'acide nucléique qui vont à la fois avoir une action antivirale et aussi avoir une action sur les particules, c'est-à-dire ils vont inhiber une partie de la réplication de l'ARN delta et ils vont aussi avoir une action sur les particules sous-virales. Alors vous allez voir que un certain nombre de molécules ont disparu et actuellement le traitement de l'hépatite delta repose sur le bulevirtide, donc l'inhibiteur d'entrée, avec des résultats, vous voyez, en monothérapie. Donc le bulevirtide, ça s'administre par voie sous-cutanée tous les jours. Une injection tous les jours pendant 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, c'est quelque chose d'important, avec une tolérance qui est relativement bonne. Tolérance qui est bonne chez nous, puisque en fait, il ne faut pas perdre de vue que 85% de la population delta sont des populations migrantes, des populations de gens qui en fait n'avaient pas accès à des traitements au pays, donc qui sont venus et qui ont un traitement ici. Donc l'évaluation des effets secondaires dans cette condition, à mon avis, est un peu particulière parce que la tolérance est meilleure, parce que les gens ont envie d'être traités. C'est un peu difficile de dire que la tolérance va être définitivement très bonne au niveau des injections. Alors ça marche, quand on est en monothérapie, on a une diminution de la charge virale delta de 2 log dans près de 90% des cas après 2 ans de traitement, mais vous avez simplement que 36% des patients qui ont une négativation de l'ARN delta, et ça qui est quand même l'objectif principal, parce que le fait de diminuer de 2 log c'est gentil, mais c'est pas l'objectif final. Le but c'est qu'on veut qu'il n'y ait plus d'ARN delta. L'autre solution, c'est de faire du bulevirtide avec de l'interféron pégylé. Et dans cette situation-là, vous avez les résultats d'une étude qu'on a publiée dans le New England cette année, dans lequel, en fait, quand vous donnez une combinaison bulevirtide plus PEG-interféron, ben, vous avez une meilleure réponse en fin de traitement en termes d'injectabilité de l'ARN du virus Delta dans les 2 bras, soit 2 mg en bleu, soit 10 mg en orange, par rapport à l'interféron sur la gauche et au bulevirtide seul sur la droite. De façon intéressante, vous remarquez quand même que 48 semaines après l'arrêt du traitement, la réponse entre l'interféron, 25% de négativation de l'ARN delta et 26% pour bulevirtide 2 mg, qui est la dose que l'on a à disposition en France, plus interféron, le résultat n'est pas franchement différent. Même si la taille de l'étude, parce que c'est 50 patients par bras, est faible pour tirer des conclusions définitives, mais c'est noté. Un point important, c'est que évidemment, seulement avec la combinaison PEG plus bulevirtide, vous pouvez obtenir une négativation de l'antigène HBS. Et que si vous êtes sous interféron ou sous bulevirtide seul, vous voyez que dans l'étude, il n'y avait aucun patient qui avait une négativation de l'antigène HBS. Alors, le bulevirtide, c'est intéressant parce que globalement, on l'utilise aussi chez les patients en attente de transplantation, les patients qui sont avec des hépatopathies avancées. On utilise du bulevirtide là seul, sans interféron. Vous n'allez pas utiliser l'interféron chez les patients qui ont des cirrhoses décompensées. Et dans l'expérience française regroupée sur 20 patients qui avaient des cirrhoses B-delta, dont 8 avec des CHC qui étaient en attente de transplantation, ce qui a permis ce traitement, c'est d'abord d'obtenir une réponse virologique chez 37% des patients, enfin à la fin au moment de la transplantation hépatique, et surtout ça permet d'améliorer leur situation clinique, qui fait qu'un certain nombre de patients, par exemple qui n'avaient pas accès au traitement de leur CHC, ont pu être traités avant la greffe. Donc il y a un bénéfice aussi sur la prise en charge des patients par le bulevirtide. Le l'onafarnib, étude de phase 3. Alors, l'onafarnib, grands espoirs, l'inhibiteur de frénylation, c'était la seule molécule orale à notre disposition. Et alors, c'est une molécule qui était quand même moyennement tolérée sur le plan digestif, c'est pour ça qu'on l'a boosté avec le ritonavir. Les résultats de l'étude de phase 3, donc il y avait un bras oral seul, un bras associé avec de l'interféron pégylé, et puis comparé à un bras d'interféron pégylé de placebo. Et les résultats, en fait, parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que globalement, ça fait pas mieux que l'interféron, ça fait même moins bien. Donc, en fait, le développement a
été arrêté. La molécule, la boîte qui a développé la molécule a fait faillite et la molécule a été plus ou moins en ce moment en rescue pour essayer de la combiner à d'autres molécules. L'interféron lambda, ça marchait seul, c'est-à-dire ça donnait des résultats en termes de négativation de l'ARN delta chez 36% des patients 24 semaines après l'arrêt du traitement, mais il y avait des hyperbilirubinémies de grade 3 ou 4 qui étaient observées chez les patients, et on ne savait pas très bien pourquoi. Et là, dans la phase 3, l'étude s'est arrêtée puisqu'il y a eu des insuffisances hépatiques majeures qui ont conduit à l'arrêt de l'étude, et donc le PEG lambda, on peut dire, est mort. Le REP, c'est une molécule plus intéressante, c'est un polymère d'acide nucléique, donc qui va avoir à la fois un mécanisme d'action direct sur le virus, il va inhiber la réplication virale delta, mais il va aussi viser la protéine HSP40 au niveau du virus, et il va inhiber l'assemblage, la ribonucléoprotéine, et il va aussi inhiber l'assemblage des particules sous-virales du VHB. Donc c'est un mécanisme complexe, c'est une molécule qui a été développée, c'est un NAP particulier puisqu'il est linéaire, vous voyez sa structure, et donc c'est ce qui permet en fait en grande partie sur le plan moléculaire son efficacité par rapport à d'autres NAP qui ont été développés qui avaient une structure plus complexe et qui n'étaient pas actifs. Ce NAP en fait chez les patients VHB, il y a un papier qui est sorti dans gastroentérologie il y a quelques années, et vous voyez que 40 patients qui ont été traités par du REP, le NAP ça s'appelle le REP, plus du tenofovir, plus de l'interféron pégylé pendant 48 semaines, vous avez quand même 78% des patients qui restent en guérison partielle après 50 suivis, et vous avez 56% des patients qui ont une guérison fonctionnelle avec une perte de l'antigène HBS. Donc des résultats impressionnants. Et dans l'étude sur le delta qui a été faite chez 11 patients en Moldavie, et avec un suivi maintenant qui est long, vous avez une réponse qui est bonne à 7 ans, et avec, vous voyez, 65% des patients qui ont un ARN du virus delta indétectable, et vous avez 36% des patients qui ont une cure fonctionnelle avec un antigène HBS négatif. Alors cette molécule, on l'a récupérée en France, et on a fait un accès compassionnel qui a touché 19 patients cirrhotiques, non répondeurs au bulivurtide, non répondeurs à l'interféron, et puis le reste des patients ont été traités un peu partout dans le monde, ce qui fait en total 33 patients qu'on a traités soit par REP plus tenofovir, soit par REP, tenofovir plus PEG. Les résultats sont là, c'est-à-dire qu'après 48 semaines de traitement et après un suivi qui varie entre 1 et 3 ans, on a 63% des patients qui restent ARN du virus delta indétectable et 25% des patients qui ont perdu leur antigène HBS. Donc des résultats qui sont impressionnants, et chez les patients qui étaient mauvais répondeurs, quand on a étendu la durée de traitement et augmenté la dose, on a obtenu une négativation de l'ARN delta chez les 6 patients qui étaient dans cette situation-là. Il n'y a pas de différence entre le fait d'être traité avec ou sans interféron, ce qui est un point important, parce qu'il y a des patients qui avaient les cirrhoses décompensées qu'on a traitées, et ces patients qu'on a ensuite transplantés, sur le foie explanté, on ne retrouve plus de delta. Donc en fait, c'est quand même hyper intéressant. Le problème de cette molécule, c'est qu'il n'y a pas de financement, et donc pour l'instant, il n'y a pas de molécule disponible, et il faut attendre que quelqu'un reprenne cette molécule. Or, pourquoi personne ne veut la reprendre ? Parce que l'un des effets secondaires de ces traitements, ce qui n'est pas un effet secondaire, c'est une cytolyse hépatique qu'on observe sous traitement, mais c'est une cytolyse hépatique qui est le plus souvent modérée et qui ne s'est jamais accompagnée d'insuffisance hépatique. C'est que la bilirubine n'a jamais bougé, et c'est simplement le reflet de la lyse hépatocytaire quand on élimine le virus. Mais ça fait peur aux développeurs industriels. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme développement dans le delta ? On a des ARN interférents. Toutes les molécules que je vous ai présentées sur le B, on peut les utiliser dans le delta pour essayer de diminuer et d'inhiber la réplication virale B et d'obtenir une perte de l'antigène HBS. Alors avec l'ARN interférent seul plus NUC, ça a donné des résultats intéressants. Vous voyez que ça marche en termes de réduction de type d'antigène HBS, ça marche en termes de réduction de l'ARN du virus delta, et le endpoint qui était primaire, qui était une diminution de plus de 2 log ou une négativité associée à une normalisation des transaminases en fin de traitement, est obtenu chez 23% des patients. Le problème, c'est qu'on a observé aussi des élévations de transaminases sévères chez 76% des patients, et qui ont conduit à l'arrêt de tous les traitements en fait, et avec un rebond, en fait, ce qui était dû au fait que quand on inhibait la réplication virale B, on avait des rebonds delta qui pouvaient survenir. Ce qui était quelque chose de connu, puisqu'il y a une compétition entre le VHB et le virus delta. Si vous contrôlez parfaitement la charge virale B, vous allez avoir
parfois des augmentations du virus delta, de l'ARN delta. Et l'étude a été poursuivie, mais vous voyez que cet ARN interférent seul, finalement, après 6 mois de traitement, on obtient simplement, après 48 semaines de traitement, on obtient 30% des gens qui ont un ARN delta indétectable. Donc pas très intéressant. Plus intéressant, c'est l'association d'ARN interférents et d'anticorps monoclonaux. Ça, c'est une étude complètement de phase 2, complètement préliminaire. Mais vous voyez, c'est des gens qui étaient traités pour à la fois un anticorps monoclonal, le tobevibart, et à la fois un ARN interférent, le elebsiran. Et quand ils avaient une réponse incomplète, on associait les deux pendant en fait une durée de 96 semaines. Quand vous regardez la réponse sous traitement des premiers patients qui étaient non cirrhotiques en vert, 100% des patients avaient un ARN delta après 48 semaines de traitement qui était inférieur à la limite de quantification, et vous aviez 80% des patients qui étaient target not detectable, mais c'est très peu de patients. Quand vous vous intéressez aux patients cirrhotiques qui sont violés, il y a 32 patients dont 18 cirrhotiques, vous voyez que la même réponse est observée chez 64% des patients, et on a aussi une diminution du titre d'antigène HBS. Donc là, on va avoir des résultats dans une semaine, mais globalement, on peut espérer que ces molécules peuvent avoir un intérêt aussi pour l'élimination du delta. En conclusion, actuellement, le traitement du virus delta, il repose sur le bulévirtide. Le problème, c'est soit en monothérapie, chez les patients qui ont une intolérance à l'interféron ou chez les patients qui ont une cirrhose décompensée. 2 ou 10 mg, pour l'instant, il n'y a que le 2 mg qui est disponible, mais quand on regarde les résultats en fait, des essais qu'on a fait, avec 10 mg, on fait quand même mieux que 2 mg. La durée prolongée, oui, parce qu'en fait, il va falloir traiter les patients pendant des années et des années. Soit on peut essayer d'avoir un traitement fini avec de l'interféron pégylé, l'étude que je vous ai présentée de 96 semaines, avec 48 semaines de bithérapie et 48 semaines de monothérapie. Mais on voit que les résultats sont intéressants, mais on peut peut-être essayer de faire mieux encore, et éventuellement essayer de prolonger la durée, ou faire d'autres stratégies qui sont éventuellement des stratégies de combo suivi de monothérapie, ou l'inverse, ou des traitements séquentiels. Et ça, c'est toute une stratégie qu'il faut maintenant qu'on étudie, parce qu'en fait, on n'a pas ces données-là. Le REP, c'est vraiment une molécule qui peut être une option, et c'est vrai que ça nous a impressionné parce qu'on est arrivé à vraiment sauver un certain nombre de patients, mais il faut qu'on puisse conduire des essais cliniques avec cette molécule, ce qui pour l'instant est un problème. Et puis, je vous ai montré les ARN interférents, les anticorps monoclonaux, qui sont en cours d'évaluation avec des résultats prometteurs, mais là encore, il faut attendre d'avoir des résultats quand on est en fin de traitement, qu'on a arrêté les traitements. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir fait un panorama de ce qu'on a actuellement dans les nouveaux traitements de l'hépatite B et d'hépatite delta. Merci.